L'été promettait d'être chaud et sec si les touristes sur la côte appréciaient cette perspective et la trouvaient plutôt excitante. Les habitants locaux, eux, n'étaient pas ravis de la perspective d'une nouvelle saison étouffante. Dans une somptueuse demeure au bord de l'océan, le calme régnait. Soudain, le silence fut brisé comme un couteau brûlant dans du beurre par les pleurs d'un enfant. Raphaël piquait une colère. Francesca, la mère du bébé de 2 mois, se réveilla instantanément en entendant les pleurs de son fils. Elle s'efforça de se lever de sa chaise et se dirigea vers la chambre d'enfant avec son magnifique baldaquin. « Qu'est-ce qui ne va pas, mon garçon ? » « Mon petit, » dit-elle. Entendant sa voix familière, le bébé se tut quelques secondes, puis cria encore plus fort. Francesca s'approcha du berceau, se pencha et contracta ses muscles pour soulever le bébé du matelas moelleux et imperméable. À la naissance, Raphaël n'était pas un petit bébé. Il pesait 4800 grammes et mesurait 55 centimètres. C'était un véritable géant que la mince et gracieuse Francesca avait accouché elle-même sans césarienne, malgré l'insistance des médecins, de Fernando, son mari, et même de sa belle-mère qui ne supportait pas sa belle-fille. Mais la jeune femme décida que Raphaël viendrait au monde naturellement par le canal génital de sa mère. Elle croyait sincèrement que cela établirait une connexion télépathique et extrasensorielle entre elle et Raphaël. D'ailleurs, l'aversion de la belle-mère pour sa belle-fille avait une explication parfaitement compréhensible. Sonora Catalina Ramos estimait que son fils Fernando, héritier de l'illustre lignée Ramos, méritait mieux que Francesca. Elle venait d'une famille d'antiquaires moyens. Dans les rêves de Catalina, fière et avide de gloire, se lisait le désir d'appartenir à une famille aux racines royales ancestrales remontant à Frédéric de Barberousse ou à Charlemagne. Mais Fernando ne se souciait guère de la lignée de sa femme. En général, les filles issues de familles riches et célèbres sont capricieuses, connaissent leurs valeurs, ont un caractère bien trempé et peuvent partir si quelque chose ne leur plaît pas. Parce qu'ils avaient un endroit où aller. Mais Francesca n'avait nulle part où aller. Sa mère est morte en couche et son père est décédé avant le mariage de sa fille. Bien sûr, il a légué à sa fille unique un magasin d'antiquités. C'est là que Francesca et Fernando se sont rencontrés. Mais dès leur mariage, Francesca a vendu le magasin, prédestinée à vivre confortablement dans cette splendide demeure au bord de l'océan. Mais elle n'imaginait même pas le prix qu'elle aurait à payer pour une vie aussi féerique. Fernando était un véritable tyran et avait levé la main sur sa femme plus d'une fois. Et la jeune orpheline n'avait personne à qui se plaindre. Et la famille Ramos avait de telles relations que tous méfaits pouvaient passer inaperçus. Francesca rêvait de s'échapper de la riche demeure, de quitter la ville ou tout simplement de disparaître. Vivre avec Fernando devenait de plus en plus difficile. Il y a 4 ans à peine, il lui semblait parfait, il était son prince charmant, et elle était une véritable Cendrillon. C'est pourquoi elle a accepté de l'épouser après seulement 3 mois de relation. Elle était follement amoureuse de Fernando, un homme égocentrique et égoïste, totalement dénué d'amour. Il épousa Francesca car il avait besoin d'un héritier, d'un fils qui perpétuerait son héritage. Fernando ne trouva pas d'âme sœur dans son entourage. Les femmes de son entourage grandirent dans la richesse et le luxe, tout comme lui. Il était donc impossible de les séduire avec des richesses matérielles. Aussi, dès que la véritable nature de Fernando se révéla, les filles rompirent facilement leur relation et partirent. Francesca ne put partir. Fernando lui barra la route immédiatement après le mariage, en insistant pour vendre la boutique d'antiquités. Ils se marièrent et la vie de la jeune fille devint un enfer. Elle était trop maigre et les médecins la qualifièrent de incapable d'enfant. Au lieu de soutenir sa femme, Fernando cria qu'il avait fait une erreur, qu'il avait choisi la mauvaise femme et qu'il ne pouvait pas divorcer, car ce serait honteux. Pendant 3 ans et demi, ils ont essayé de concevoir un enfant, mais en vain. Chaque fois que les médecins annonçaient qu'il n'y avait pas de grossesse, Fernando s'emportait et jetait des objets. Sans aucune honte devant les médecins, il hurlait à Francesca qu'elle n'était pas une femme, mais une pitoyable apparence, car elle ne pouvait pas donner naissance à un enfant. Francesca était désespérée. Son âme brûlait. Ce jour-là, tard dans la nuit, alors que tout le monde dormait, elle se rendit sur la côte. La jeune fille trouva un endroit tranquille, entouré de rochers d'un côté et d'énormes pierres de l'autre. Elle dut escalader des rochers glissants et couverts de boue pour atteindre un endroit désert.
Elle contempla silencieusement les eaux sombres et comprit qu'elle ne pouvait plus vivre ainsi. Et plus rien ne la retenait en ce monde. Elle ôta sa robe de soie légère et marcha jusqu'à l'océan. Pendant tout le temps qu'elle vécut ici, sur la côte, elle n'apprit jamais à nager. Elle avançait pas à pas, sans peur, allant toujours plus loin, jusqu'à ce que sa tête soit complètement sous l'eau. Francesca comprit que toutes ses souffrances allaient prendre fin. La fin viendrait maintenant. Et alors que la fillette était sur le point de perdre connaissance, elle eut une vision. Elle vit un garçon jouer du violon. Distrait, il arrêta de jouer et se tourna vers Francesca. « Maman, reviens à la maison. J'ai besoin de toi, maman. » À cet instant, Francesca refit surface brusquement et commença à aspirer avidement de l'air avec ses lèvres. Elle se débattit, refit surface, puis replongea sous l'eau. Francesca comprit qu'elle avait peu de chance d'atteindre le rivage, car elle ne savait pas nager. Elle sombra de nouveau sous l'eau, comme si quelqu'un l'avait soudainement attrapée par les cheveux. Une silhouette sombre la tira sur le rivage. Quand la fille toussa, elle regarda son sauveur. « Irina, que fais-tu ici ? » ?»« Je suis désolée, señorita. Je t'ai suivie. » Irina travaillait comme domestique au manoir de la famille Ramos. Cette Russe avait toujours semblé étrange à Francesca, mais elle faisait son travail à la perfection et lui sauvait la vie. « Pourquoi me suivais-tu ? » ?»« Pour te sauver, » répondit calmement la domestique. « Mais comment l'as-tu su ? » Francesca fut extrêmement surprise par la perspicacité de la jeune fille. « Quelque chose m'a réveillée au milieu de la nuit. J'ai décidé de sortir prendre l'air et je t'ai vu partir. Quelque part au-delà du manoir. Je sais que Senor Ramos t'interdit d'aller où que ce soit sans son escorte. Il te garde au manoir, comme Irina l'a fait elle-même. » Telle une captive, Francesca termina sa phrase. Comprenant qu'elle avait peut-être offensé, voire insulté, la femme de Monsieur Fernando Ramos par sa franchise, Irina poursuivit précipitamment. « Bref, j'ai senti que quelque chose clochait et je t'ai suivi. Comme si une force inconnue me poussait. » Francesca serra Irina dans ses bras. « Merci. Tu étais au bon endroit au bon moment. Gardons le secret, d'accord ? » « Comme tu veux, Senora. » répondit Irina, et ils retournèrent tous les deux au manoir. Personne n'a jamais rien su de cet incident. Irina savait garder un secret et se taire. De plus, la servante comprenait ce que Fernando ferait à sa femme s'il l'apprenait. Un mois plus tard, Francesca tomba enfin enceinte. La grossesse fut difficile, mais la jeune fille suivit toutes les recommandations du médecin. Elle trouva enfin un but dans la vie, et elle le portait profondément dans son cœur. Avec la naissance de l'enfant, la vie de Francesca a basculé. Elle a connu un véritable bonheur maternel. Pourtant, Fernando n'a pas changé d'attitude envers sa femme et a continué à crier, faisant pleurer la jeune fille. Il disait qu'elle nourrissait Raphaël de manière incorrecte, le lavait mal, l'emmaillotait mal. Et quand le bébé pleurait, Fernando claquait simplement la porte et partait pour ne rien entendre. Catalina, la mère de Fernando, jetait de l'huile sur le feu. Elle taquinait constamment sa belle-fille, même sur des détails insignifiants. Mais avec le temps, Francesca apprit à laisser leurs paroles entrer par une oreille et sortir par l'autre. Quand son mari et sa belle-mère disaient quelque chose, criaient, exigeaient, Francesca n'y prêtait même pas attention. Elle faisait semblant d'écouter attentivement, mais elle pensait à ses propres affaires. C'était Irina, la bonne, qui lui donnait des conseils. Irina, de son côté, était toujours là pour aider la jeune mère. Après cet incident sur la côte, ils ont commencé à discuter et leur communication s'est transformée en amitié. Ils ont dû le cacher à Fernando et à sa mère, sinon Irina aurait été rapidement renvoyée. La femme de ménage a non seulement aidé l'enfant, mais lui a aussi donné des conseils pratiques. Grâce à son plan astucieux, Catalina put partir en vacances à l'étranger pendant plusieurs mois. Cela ressemblait à un cadeau, mais en réalité, c'était un cadeau pour Francesca elle-même de vivre sans sa belle-mère envahissante pendant au moins 2 mois. Raphaël Ramos devint un garçon intelligent et bien élevé. Il faut reconnaître que son éducation était entièrement du ressort de sa mère. Son père, quant à lui, travaillait sans relâche et attendait simplement le jour où son fils grandirait et prendrait sa place. Il n'y avait aucun lien affectif entre le père et le fils.
Les années passèrent. Quand vint le moment pour Raphaël d'aller à l'école, la famille décida de déménager à la capitale pour que leur fils puisse intégrer l'école privée d'élite la plus chère. Ils décidèrent de ne pas vendre la villa sur la côte, Catalina continuerait d'y vivre. Cependant, ils allaient devoir licencier la moitié du personnel de maison. Bien sûr, ils licenciaient immédiatement Irina, car Catalina avait remarqué la gentillesse et l'amabilité de la domestique envers Francesca. Francesca et Irina s'étaient promis de se retrouver, de se revoir. Mais cette promesse ne se réalisera jamais, car à cette époque, il n'y avait ni téléphone portable ni Internet. Francesca remit à Irina une enveloppe contenant de l'argent. La femme de chambre refusa longtemps, mais Madame Ramos insista. « Tu m'as sauvé la vie, non seulement sur la côte, mais aussi chaque jour, simplement par ta présence. J'ai gardé cet argent pour toi, en secret, à l'abri des regards de mon mari, pendant plusieurs années. Accepte cette enveloppe et ne m'oublie jamais. » Ils se dirent au revoir les larmes aux yeux. Ils ne se reverraient plus jamais. De nombreuses années passèrent. Raphaël a grandi, a terminé ses études secondaires et supérieures. Il a étudié à Harvard, est devenu avocat, puis a obtenu un doctorat en jurisprudence. Son père, Fernando, possédait une entreprise diversifiée et travaillait dans la construction, l'approvisionnement et la logistique. Il a tenté d'impliquer son fils dans l'entreprise pendant ses études, mais Raphaël a constamment contrarié les tentatives de son père. Plus tard, Fernando a souhaité nommer son fils vice-président de sa holding. Mais Raphaël a affirmé qu'il réussirait tout seul et a écrit à son père qu'il était prêt à travailler au service juridique de Ramos et compagnie. Comme simple employé, il souhaitait repartir de zéro. 10 années s'écoulèrent. Raphaël fêta ses 40 ans et célébra son anniversaire avec modestie, sans luxe ni faste, mais avec une modestie relative compte tenu de son statut de vice-président de l'une des plus grandes holdings du pays. Son père et sa mère, l'épouse de Raphaël et leur fille, ainsi que la vieille dame Catalina, étaient les principaux invités de la fête. C'est ici, dans le luxueux restaurant du Grand Hôtel de la capitale, que Fernando Ramos offrit son plus beau cadeau à son fils et à sa famille. Raphaël Ramos devenait alors président de l'entreprise et du conseil d'administration de la holding. Les Ramos, père et fils, ne craignaient pas l'absorption de leur entreprise. Fernando détenait 100% des parts de l'organisation. Il en resta propriétaire même après avoir pris sa retraite le jour de l'anniversaire de son fils, lui cédant ainsi les rênes de Ramos et de son équipe. À sa descendance. Il a gardé les actions pour lui. Oui, Raphaël a acquis de l'expérience, est devenu un véritable requin des affaires, impitoyable envers ses adversaires et ses concurrents, mais juste envers ses employés en tant que leader. Le fils remercia son père pour le cadeau, serra sa mère dans ses bras et l'embrassa, s'inclina devant sa grand-mère, s'assit près de sa femme et de sa fille, puis la soirée festive commença lentement à toucher à son inéluctable conclusion. Le temps passa. La vie suivit son cours. En cette chaude journée ensoleillée, tout le monde était abattu, même s'il s'était préparé depuis longtemps à une telle issue. Catalina Ramos gisait sur son lit de mort. Elle acheva paisiblement son parcours à l'âge de 98 ans, sans jamais se réveiller. Raphaël s'occupa de tous les préparatifs et de la gestion des obsèques. Son père, Fernando, qui avait aimé sa mère d'un amour inconditionnel, restait assis près du cercueil pendant des heures, lui parlant comme s'il voulait lui confier tout ce qu'il n'avait pas eu l'occasion de lui dire du vivant de Catalina. Il lui avoua également son amour filial, qui, bien que n'aimant pas son époux et n'ayant jamais approuvé son choix, était décédé. Catalina, la grand-mère qui avait longtemps mené la vie de Francesca en pagaille, quitta ce monde. Raphaël, qui n'avait pas non plus particulièrement apprécié sa grand-mère, poussa un soupir de soulagement. Mais le nouveau président de Ramos et de sa co-holding pouvait-il savoir que Catalina continuerait à faire sentir sa présence ? C'était par une matinée ensoleillée typique que Ramos se ressaisit et quitta sa maison de campagne. Il décida de ne pas se rendre au travail, mais de rencontrer son partenaire commercial de longue date dans un restaurant pour discuter des subtilités d'un accord plutôt douteux. Il fut profondément perturbé par le manque apparent de transparence du système d'attraction de capitaux pour la mise en œuvre du projet. Pedro Gomez, homme d'affaires agile et vif, astucieux et entreprenant, arriva comme toujours en retard à la réunion et s'assit à la table de Raphaël sans s'excuser.
Ils ont discuté pendant environ 2 heures, jusqu'à ce que le téléphone d'un des hommes d'affaires lui rappelle quelque chose. Il est temps pour moi de partir. Une autre réunion, a dit Raphaël. N'oubliez pas de m'envoyer les calculs par email. Je vérifierai les coefficients et nous discuterons ensuite de la mise en œuvre. Il fit signe au serveur de lui demander l'addition. Tu paieras par carte ou en espèces? Par carte, répondit Raphaël. Il plaça sa carte sur le lecteur, mais le paiement ne fut pas effectué. Il essaya une autre carte, puis une troisième. Sans succès. Pedro a ensuite poliment posé sa carte sur le terminal et réglé la facture. C'est étrange. Il doit y avoir un problème avec mes cartes bancaires. Merci, Pedro. Je devrais passer à la banque, conclut Raphaël en se dirigeant vers la sortie. Raphaël monta dans sa voiture et se précipita vers la banque. En entrant dans le bâtiment, il était parfaitement calme, confiant que cette erreur serait rapidement corrigée. Imaginez sa surprise lorsque le directeur de la banque lui répondit sans détour. Ton compte a été fermé par ton père. Raphaël était sous le choc. Son père pouvait-il fermer son compte? Avait-il le pouvoir de le faire? Il composa rapidement le numéro de son père. Après plusieurs sonneries, la voix de Fernando Ramos retentit et ces mots choquèrent Raphaël. Tu n'es pas mon fils. Ta mère t'a mis avec un autre homme. Rassemblez votre courage, venez au bureau, gérez vos affaires et partez. C'était un coup de tonnerre. Tout s'éclaircit simplement lorsque l'héritage de Catalina Ramos fut ouvert, hormis le partage des biens entre les héritiers. Fernando reçut une lettre écrite par sa mère. Il disait, « Mon fils, j'ai gardé le silence pendant longtemps, mais je ne peux pas emporter cette information dans la tombe. Raphaël n'est pas ton fils. Ce serpent l'a emmené avec ton ancien associé lors d'une conférence sur les technologies de l'information moderne dans le secteur de la construction. Tu es allé dans une autre ville et elle est restée dans la chambre. C'est là que tout s'est passé. Le concierge m'a tout raconté. Prenez votre décision vous-même. C'était un scandale. Fernando était tellement en colère qu'il aurait pu faire quelque chose de terrible. Francesca a eu de la chance de ne pas être à la maison à ce moment-là. On ne sait pas ce qu'il aurait fait à sa femme. On peut toutefois deviner, sachant qu'il aurait levé la main sur elle-même si elle avait trop salé la soupe. Et Raphaël comprenait parfaitement que dans cette situation, il devait sauver non pas lui-même, mais sa mère. Le mieux que Fernando puisse faire était de le dépouiller de tout son argent. Mais pour Raphaël, il était important que Fernando ne prive pas sa mère. Sans hésiter, l'homme rentra chez lui, où il gardait un coffre-fort contenant de l'argent liquide. En chemin, il appela sa mère pour savoir où elle était. Francesca, sans se douter de rien, se promenait tranquillement dans le parc, observant les oiseaux. Elle avait manqué de nombreux appels de son mari, mais elle ne répondait jamais à ceux de Fernando, car elle savait qu'elle n'entendrait que des cris et des accusations. Raphaël se gara près du parc et retrouva sa mère. « Maman, on y va. »« À la maison ? » ?»« Non, pas à la maison. Je t'emmène au magasin. C'est une surprise. » Francesca adorait les surprises de son fils, alors elle monta joyeusement dans le coûteux crossover. Mais quelques heures plus tard, la vieille dame sentit que quelque chose n'allait pas. « Mon fils, où allons-nous ? » ?»« Au magasin, je te l'ai dit. »« Ne trompe pas ta mère, dis-moi. » Et puis Raphaël a tout avoué. Il a dit qu'il l'emmènerait loin de Fernando pour qu'elle soit en sécurité. Francesca regarda par la fenêtre d'un air sombre. Elle aurait pu dire que Fernando était le seul et unique homme de sa vie, mais pour une raison inconnue, elle resta silencieuse. Peut-être parce que toute sa vie, elle avait rêvé de s'échapper. Mais elle ne pouvait pas quitter son fils, même maintenant qu'il était grand. Raphaël roulait à toute vitesse sur l'autoroute. Il roulait depuis un bon moment. Fernando n'arrêtait pas d'appeler sa femme et son fils, mais aucun n'osait lui répondre. Raphaël n'appelait que sa femme. Il lui expliqua tout et lui demanda de ne pas s'inquiéter. Mère et fils roulèrent jusqu'à la tombée de la nuit. Ils décidèrent de passer la nuit dans un motel en bord de route et de repartir au matin. Pendant ce temps, Raphaël et Francesca parlaient de tout sauf de Fernando et de l'incident. Ils profitaient simplement de la compagnie de l'autre, sans savoir ce qui allait suivre.
Raphaël se souvenait que sa mère avait toujours été là, toujours là pour les soutenir et les aider. Il se souvenait comment ils jouaient du violon ensemble. Et Francesca regarda son fils avec amour, comprenant pourquoi elle avait vécu cette vie. Le lendemain, Francesca et Raphaël traversèrent une petite ville complètement inconnue. Ils décidèrent de s'y arrêter pour acheter de la nourriture et de l'eau. « Arrête-toi près de ce magasin, dit Francesca. « Comme tu veux, maman. » Une femme âgée sortit, laissant son sac à main dans la voiture. Raphaël prit le sac et y mit presque tout l'argent qu'il avait. Heureusement, le sac était presque vide et tout rentrait dedans. Il sortit de la voiture et suivit sa mère dans le magasin. « Maman, prends le sac. »« Pourquoi l'as-tu apporté ?»« Il aurait pu rester dans la voiture, » dit la femme en prenant le sac et en comprenant tout à son poids. Elle regarda son fils dans les yeux. Ils étaient en larmes. « Je t'aime, » dit Raphaël, et il courut vers la voiture. Il tourna la clé de contact et appuya sur l'accélérateur. Il devait retourner à la capitale et parler à son père. Francesca traversa la boutique d'antiquités et remarqua le violon. Elle adorait en jouer. Et elle a même trouvé le meilleur professeur de violon pour Raphaël. Puis son fils est tombé amoureux de cet instrument. À l'époque où il vivait encore dans la villa au bord de l'océan, Francesca adorait sortir sur le balcon pour jouer des morceaux de grands classiques. Mais Fernando n'aimait pas ça. Il n'aimait rien du tout. Mais leur fils partageait pleinement sa passion. La vieille dame posa son sac à main rempli d'argent par terre et prit l'instrument à cordes. Francesca ferma les yeux et passa l'archet sur les cordes. Elle se remémora mentalement le jour où elle avait failli se noyer. Elle se souvint de sa vision et se remémora la mélodie jouée par le garçon, son fils. Les premières notes surgirent lentement, comme si des sons du passé surgissaient de son âme, pénétrant chaque frémissement des cordes. La boutique d'antiquités devint silencieuse, comme si le temps lui-même ralentissait pour écouter l'histoire racontée en musique. Francesca se remémorait sa jeunesse, ses amours et les épreuves qu'elle avait traversées. Le violon devint non seulement un instrument, mais aussi une clé magique pour son âme, révélant toutes les nuances de son passé. La mélodie emplissait la boutique et les auditeurs, passant compris, restaient immobiles, absorbés par ce flot de temps. Des larmes, telles des gouttes précieuses, coulaient sur les joues de ceux qui écoutaient ce concert. La mélodie de Francesca touchait non seulement son âme, mais aussi le cœur de ceux qui se trouvaient dans la boutique. Les dernières notes s'éteignirent. Francesca leva les yeux du violon et croisa le regard admiratif et ému de son public. À cet instant, elle sentit que sa vie, comme la musique, portait en elle une force capable d'unir les gens, leur rappelant la valeur de chaque instant de ce voyage sans fin. Une femme âgée s'approcha du commerçant. « Je veux acheter ce violon. »« Je suis désolée, madame, mais il n'est pas à vendre. »« Je suis prêt à payer le montant que vous me demandez. »« Ce violon est inestimable, » répondit la jeune fille. « Ma grand-mère tenait autrefois cette boutique. Quand elle était jeune, elle travaillait comme domestique. Une femme malheureuse, mais riche, pour qui elle travaillait lui a donné une grosse somme d'argent à son départ. Elle a dit qu'elles étaient très amies. Ma grand-mère n'a pas gaspillé cet argent. Elle est venue dans cette ville et a délibérément acheté cette boutique, car ce magasin d'antiquités avait appartenu à cette femme. Lorsqu'elle a finalement trouvé et acheté cette boutique, elle s'est rendue au manoir où elle travaillait, espérant y retrouver son amie. Mais au lieu de cela, elle a rencontré une femme horriblement méchante, qui se trouvait être la belle-mère de son amie. Elle a raconté que son fils, sa femme et leur enfant étaient morts dans un accident de voiture alors qu'ils déménageaient à la capitale. Ce fut un choc pour ma grand-mère. Elle s'apprêtait à partir en larmes lorsque la femme méchante l'a arrêtée et lui a dit « Prends le violon de ton ami, je n'en ai pas besoin. » « Et j'ai tout de suite reconnu mon violon, » interrompit Francesca, mais ce n'était pas un hasard. « Voici Catalina, voici le serpent, » maudit la vieille dame. Exactement, la méchante femme s'appelait Catalina. Attendez un instant, la jeune fille ouvrit une vieille malle et en sortit une enveloppe. À l'intérieur se trouvait une photo et une lettre. « N'est-ce pas la vôtre ?» Francesca prit la photo en noir et blanc, jaunie par le temps. Sur la photo, elle se voyait plus jeune et Raphaël, alors âgé de 3 ans. La vieille dame mit la photo de côté et déplia la lettre.
Reconnaissant son écriture, elle lut « Irina, je ne t'oublierai jamais. Et tu resteras toujours dans ma mémoire, dans mon cœur. Et toi, ne m'oublie jamais. Prends-moi en photo pour ça. Je te suis reconnaissante pour tout, d'avoir été là quand j'en avais tant besoin. Merci de m'avoir aidé avec Raphaël. Je suis désolée d'avoir refusé de m'enfuir avec toi dans une autre ville. Je ne peux pas quitter Raphaël, et si je l'emmène avec moi, Fernando nous trouvera facilement et nous détruira, tu comprends. Oui, je ne vivrai peut-être pas la meilleure vie, mais je suis déjà heureuse car Dieu m'a présenté à toi et m'a donné un fils. Avec toi, je me suis sentie vraiment vivante, et c'est le plus beau des sentiments. Et pour qu'on puisse se revoir, promets-moi de venir au manoir un jour d'été. Je pense que quand Raphaël aura ses vacances scolaires, on viendra ici en famille. Après tout, j'espère qu'on ne se dit pas au revoir pour toujours, car l'amour que je ressens pour toi est comme un fil invisible qui nous relie même à des milliers de kilomètres de distance. Francesca pleura et se tourna vers la fille. Alors, Irina, c'est ta grand-mère? Oui. Où est-elle maintenant? Demanda Francesca avec espoir. Elle n'est plus en vie, fut la réponse. Pendant ce temps, Francesca pleurait en tenant la petite fille de sa meilleure amie. Raphaël filait sur l'autoroute, espérant atteindre plus vite la maison de son père. Cependant, il n'arriva qu'au milieu de la nuit. Clé en main, il entra discrètement et ouvrit la porte d'entrée. Entrant dans le salon, il remarqua son père ivre tenant des papiers. Raphaël prit prudemment les papiers. Il s'agissait d'un test de paternité. L'homme regarda Raphaël, puis les résultats du test ADN. Il était écrit en gras, la correspondance entre les données biologiques présentées numéro 1 et numéro 2 est de 99,99%. Cela signifiait que Fernando était son père biologique. Il appela immédiatement sa mère, malgré l'heure tardive. Une voix endormie à l'autre bout du fil répondit, « Mon fils, qu'est-ce qui ne va pas? Maman, ça va? Tu es à l'hôtel? Non, je suis bien. C'est bien mieux ici qu'à l'hôtel. Maman, où es-tu? Je viendrai te chercher. Pourquoi ne m'as-tu pas dit que grand-mère Catalina avait menti? Tu n'as jamais trompé papa. C'est mon père biologique. Si je t'avais tout dit tout de suite, tu ne m'aurais jamais emmené dans ma boutique d'antiquités préférée, que j'ai vendue, croyant au conte de Cendrillon. Dieu lui-même m'a conduit ici, au tout début. J'ai reconnu cette ville dès le début et j'y ai déjà eu ma propre boutique. Et je ne quitterai pas cet endroit pour rien au monde. J'ai suivi mon chemin et élevé un fils intelligent, gentil et attentionné. Et maintenant, je veux être ici. Bonne nuit, mon cher fils. Francesca n'est jamais revenue à la capitale. Au début, elle vivait avec la petite fille d'Irina. Puis Raphaël lui acheta secrètement une maison dans cette ville. Ses comptes furent débloqués le jour même où Fernando confirma sa paternité. Il demanda pardon à son fils, mais Raphaël ne lui dit jamais où il avait emmené sa mère. Raphaël n'oubliait jamais de lui rendre visite et lui envoyait constamment de l'argent. Finalement, cette femme, qui avait traversé une vie difficile, retrouva le bonheur, là où tout avait commencé.